monde, le vampire est une créature relativement moderne qui sort de son cercueil une fois la nuit venue pour sucer le sang des mortels. Sorte de mort-vivant qui a besoin du liquide vital pour survivre à sa propre condition, le vampire est une figure immanquable de notre bestiaire contemporain. Cependant, à travers les âges et les pays, le vampire prend différentes formes, quitte à s'éloigner de l'image que l'on s'en fait, même si globalement, il reste une entité morte qui sort la nuit pour sucer le sang de ses victimes. Il est très difficile de retracer l'origine du vampire car les premiers écrits remontent au Moyen-Âge. Cependant, certains mythes et légendes de divers pays tendent à faire croire que les créatures suceuses de sang ne datent pas d'hier. Les premiers à en avoir parlé sont les Assyriens et les Babyloniens, avec des créatures maléfiques qui cherchaient à se nourrir de la chair des vivants, les Lilitus. Mais les correspondances sont encore plus fortes chez les Romains et les Grecs, qui évoquent différentes créatures suceuses de sang comme les empuses, les lamies, les lémures ou encore les striges. Le mythe se retrouve aussi dans des pays plus éloignés du pourtour méditerranéen, comme le Jiangxi de Chine, le Penanggalan de Malaisie, ou encore Rokurokubi et Nukekubi du Japon. Cependant, comme dit auparavant, les documents les plus pertinents sur l'origine du vampire proviennent du Moyen-Âge et de la Renaissance. Les tout premiers rapports que l'on peut avoir sur les vampires datent des années 1090 dans la région biélorusse. Dans l'ouvrage Chronique des temps passés, on raconte qu'une épidémie fait rage dans la ville de Polotsk où des morts reviennent à la vie pour se nourrir des vivants. Et même si ce n'est que plus tard que le terme vampire fut utilisé, on retrouve tout de même de fortes accointances avec le mythe moderne. Et deux personnalités vont alimenter le folklore vampirique. Vlad III Bazaras, dit Vlad Tepes l'Empaleur, qui n'était qu'un prince de Valachie dont les goûts semblaient plutôt violents, et Erzébet Báthory, dont on dit qu'elle se baignait dans le sang de jeunes filles vierges, une rumeur visant à réduire le pouvoir des femmes dans la haute aristocratie. Si les deux cas précédents ne sont finalement que des légendes, ce n'est pas le cas des deux paysans serbes dont le mot vampire va être utilisé dans les procès-verbaux les concernant. Le premier concerne Peter Plogovic qui était un paysan serbe. Mort à l'âge de 62 ans, c'est son fils qui interpella les autorités, disant que son père venait le hanter la nuit pour lui demander de la nourriture. Le jeune homme fut retrouvé mort le jour suivant, et d'autres morts suspectes aux alentours se succédèrent, suffisamment pour accuser l'âme de Plogovic dans un article de 1725. Un an plus tard, ce fut le cas du soldat et paysan Arnold Kolpaol, qui aurait été attaqué par un vampire et mort par la suite en ramassant le foin. Après son décès, des proches meurent successivement et on accuse l'âme de Paul de vampirisme. Il sera même la soi-disant cause d'une deuxième épidémie de vampirisme en 1731 qui fut circonstanciée par un médecin militaire, Johann Flunkinger. Que l'on y croit ou pas, ces deux cas sont pris très au sérieux en Serbie. Et étonnamment, c'est durant cette période relativement sombre et pleine de doutes que la littérature va prendre le vampire à bras le corps, et cela bien avant Bram Stoker. Si des essais apparaissent sur les mâcheurs de linceul dès 1679 par Philippe Robre, et qui seront repris par la suite par d'autres auteurs, c'est surtout celui d'Augustin Calmet qui va retenir le plus l'attention avec son traité de vampirologie nommé Traité sur les apparitions en 1746, et qui s'intéresse au mythe du vampire dans les Balkans, disant que l'origine de la légende provient de la sous-alimentation de la population. En 1819, l'écrivain John William Polidori sort The Vampire sous le nom de Lord Byron, qui connaîtra un très large succès et démocratisera la créature dans la littérature. Puis, plus de 60 ans plus tard, Sheridan Le Fanu édita Carmilla, mettant en avant la figure du chasseur de vampires, ce qui inspira Bram Stoker pour son roman culte Dracula, en esquissant l'image de ce que deviendra Van Helsing en 1897. Ce dernier livre deviendra tellement culte qu'il ne fallut pas longtemps au cinéma pour s'emparer de l'histoire, mais aussi et surtout de la créature vampirique. Et c'est bien le cinéma qui sera le vecteur du vampire en proposant dès les prémices du 7e art des films à la fois poétiques et attachants, symbolisant à quelque part nos peurs, notre société et nos fantasmes. Qui n'a jamais voulu séduire n'importe qui d'un regard? Qui n'a jamais voulu vivre éternellement? Qui n'a plus jamais voulu manger d'ail pour avoir une haleine fraîche? Bref, le vampire fascine les scénaristes et les metteurs en scène, et on remarquera au fil des années, voire même des décennies, que le vampire évolue en même temps que la société. Alors on aurait pu commencer par évoquer le court-métrage de Georges Méliès nommé La Maison du Diable, qui est aujourd'hui considéré comme le premier film d'épouvante et le premier film de vampire. Mais il est difficile de porter un jugement sur un court-métrage de 2 minutes. La véritable première planche posée sur le cercueil vampirique, c'est bien Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau. Datant de 1922, le film fait partie de ses œuvres fondatrices du cinéma expressionniste allemand. Jouant sur les formes géométriques, sur des décors grandiloquents et jouissant aussi de jeux d'ombre magnifiques, le cinéma expressionniste allemand surgit après la Première Guerre mondiale et se pose comme le père fondateur du cinéma fantastique contemporain, avec notamment le Golem de Paul Wegener et le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene.
Pour le film qui nous intéresse, il s'agit d'une adaptation du roman de Bram Stoker, mais sans l'accord des ayants droit. D'ailleurs, le film subira un procès par la veuve de l'écrivain, et toutes les copies du film auraient dû être détruites, ce qui ne fut pas le cas, grand bien nous fasse. Mais revenons à la créature en elle-même, interprétée par Max Schreck, grand comédien de théâtre à l'époque. On voit bien que dans ce film, la créature possède un physique peu avenant, tenant plus du monstre que de l'être humain, et on va tout de même être touché par cette bête qui vit sa vie comme une malédiction. Elle est bien le reflet d'une société qui a peur, qui se cache d'un ennemi terrible et qui doit vivre la nuit pour se sustenter. On voit bien que finalement, le film n'est qu'un renvoi d'une société détruite, affamée et apeurée par la Grande Guerre. Bref, le vampire allemand symbolise un peuple qui se sent différent et détesté par tous. Ce qui n'est pas vraiment le cas du vampire américain. Il faudra attendre quasiment 10 ans pour voir de nouveau le vampire hanter les écrans. Si le film de Tod Browning possède le même titre que le livre de Bram Stoker, il s'agit en fait de l'adaptation de la pièce de théâtre de Hamilton Dean. Si le film reste un chef-d'œuvre du 7e art et que l'on vous conseille ardemment de voir, notamment grâce à la prestation de Bela Lugosi, qui sera enterrée avec la cape de son costume, on peut aussi distinguer que la créature vampirique change du tout au tout. Exit le côté ignoble, le vampire prend les atours d'un aristocrate austro-hongrois du 19e siècle et s'il reste énigmatique, il n'en demeure pas moins d'allure humaine. Cependant, malgré ce côté normal, on voit que la créature souffre de ne pas pouvoir se mêler au peuple et se place comme une ombre planante au-dessus de la société. Un renégat en quelque sorte qui peut représenter l'aristocratie face au peuple, vivant recluse dans leur haute sphère et ignorant bien souvent le peuple, les affaiblissant avec des impôts et autres sévices. On notera aussi un changement radical de style, car l'expressionnisme n'est plus de mise, mais on sera plutôt dans un pur gothique, avec des ombres portées, une architecture tout en hauteur et une atmosphère brumeuse inquiétante. On voit clairement qu'en seulement 2 films, le vampire symbolise 2 choses différentes, à savoir une société apeurée, plaçant la créature comme victime de son sort, et d'un autre côté, la plaçant comme une icône aristocratique, vivant comme un despote et semant la terreur auprès du peuple. Si l'on oublie les quelques suites qui suivront le Dracula de Browning, comme le fils de Dracula, la fille de Dracula ou encore la maison de Dracula, il y a un studio anglais qui va rapidement s'approprier le mythe et dominer le genre pendant près d'une vingtaine d'années, la Hammer. Si le studio se forme au milieu des années 30, il connaît un âge d'or durant les années 50, notamment grâce à son cycle sur les vampires, qui commence avec le cauchemar de Dracula de Terence Fisher, avec l'imparable Christopher Lee. Cette hégémonie sur les vampires va durer jusqu'en 1974, période où le studio va commencer à battre de l'aile, avec notamment le nanardesque La légende des 7 vampires d'or. L'ambiance va finalement peu évoluer par rapport aux films des années 30. On reste dans un gothique très prononcé, qui est renforcé par une atmosphère brumeuse typiquement britannique, donnant une aura très particulière à ces films, renforçant un sentiment d'insécurité. Pour la créature en elle-même, elle fait partie de l'aristocratie et est connue de tout le monde. Là aussi, l'évolution reste minime, même si la modernité s'invite chez Dracula, comme on peut le voir sur le film Dracula vit toujours à Londres, où la ville bestiole est chef d'entreprise. Finalement, le plus intéressant dans ces films, hormis l'ambiance si prégnante, c'est surtout la dualité qui va naître entre Dracula et sa némésis, Van Helsing. Très souvent interprété par Peter Cushing, la créature va se trouver un adversaire tenace et étrangement, les 2 personnages dégagent beaucoup de charisme, les rapprochant fortement. Cette adversité peut représenter aussi le peuple contre l'aristocratie, ce soulèvement qui peine à venir et qui semble pourtant nécessaire. Mais l'Angleterre n'est pas le seul pays qui surfe sur la vague vampirique, et il faudra compter aussi sur le cinéma italien durant les années 60 et 70. En plein essor, nos amis Rital vont essayer eux aussi d'engranger de l'argent sur le dos de la bête aux longues canines. Et de grands noms vont se succéder comme Antonio Margheriti et sa danse macabre, ou Mario Bava et son masque du démon. Mais comment se démarquer de la marque anglaise ? La réponse fut rapidement trouvée, et on peut voir dans de nombreux films vampiriques italiens une sorte d'hypersexualisation de la créature. Les femmes, bien souvent, les boobs c'est plus vendeur, se retrouvent dénudées et aiment prendre des positions lascives avant d'engloutir quelques litres de sang. On peut voir cela dans Les Vierges de la pleine lune de Paolo Solve, d'où le titre assez évocateur. Si ce cinéma contient de vraies pépites, il regorge aussi de films rapidement oubliables, et cet âge d'or italien va rapidement décliner au profit d'une créature qui se démocratise et qui va petit à petit prendre l'insouciance des années 80. Quand on aborde cette décennie, on peut clairement parler de déstructuration du mythe vampirique en tant que figure du cinéma d'horreur. Si quelques métrages sortent du lot comme Les Prédateurs de Tony Scott, Vampire, vous avez dit Vampire de Tom Holland ou encore Aux Frontières de l'aube de Catherine Bigelow, le plus gros des sorties de cette époque sont des comédies fantastiques dans lesquelles on se moque gentiment du suceur de sang. Entre Mama Dracula, Le Club des Monstres, My Best Friends the Vampire, The Monster Squad, Transylvania 65000 ou encore Vampire à la vanne et Vampire Forever, on ne peut pas dire que le monstre soit mis en avant. Mais finalement, cela correspond parfaitement à notre société qui évolue. Entre une certaine insouciance, une démocratisation des nouvelles technologies et une volonté de sortir d'une certaine morosité, le vampire s'adapte, se fait plus cool, parfois plus drôle, mais il change complètement de rôle. On remarquera aussi que lorsque les films se font sérieux, le vampire prend une nouvelle dimension.
Il devient urbain, excite les châteaux gothiques, les tours médiévales et les cercueils. Dans les années 80, le vampire possède une maison ou un repère proche de la ville et il sait se faire discret et charmeur. Il prend alors les traits d'un prédateur implacable, malin, séducteur et il pourrait presque être assimilé à un tueur en série avec des pouvoirs. L'aspect sociétal disparaît, mais pas complètement comme on peut le voir dans certains films comme Génération perdue, une belle ellipse sur l'adolescence et la fuite des responsabilités. Cependant, ce délire humoristique ne va pas tenir sur la longueur et les années 90 vont vraiment proposer autre chose. Durant cette décennie, on peut regrouper les films de vampires en deux genres. Tout d'abord, on notera un retour aux sources et vers des films plus gothiques et plus flamboyants. Les deux œuvres les plus marquantes sont bien entendu le Dracula de Francis Ford Coppola et Entretien avec un vampire de Neil Jordan, deux films différents dans leur approche mais relativement proches de par leur ambiance. Renouant avec le vampire des années 50-60, ce vieux briscard vivant dans un monde décadent au sein d'une tour d'ivoire, ces deux films montrent le vampire comme une créature de la nuit, fourbe, manipulatrice et violente quand il s'agit de se nourrir. Alors oui, le film de Neil Jordan issu de l'œuvre d'Anne Rice est certainement plus poétique et plus contemporain que Dracula, mais il n'en demeure pas moins tout aussi flamboyant dans son approche, dans ses couleurs, mais aussi dans la créature en elle-même. Si le vampire est au centre de l'intrigue, il reste une créature meurtrière et dangereuse et non pas un pote de fac immortel. Ensuite, le deuxième style que l'on peut noter dans le film de vampire des années 90, c'est un mélange des genres entre comédie et horreur, tout en y ajoutant un excès de gore. Les deux œuvres les plus emblématiques sont certainement Une nuit en enfer de Robert Rodriguez et Vampire du grand John Carpenter. Plus binaire dans les deux cas, le vampire est une créature maléfique qu'il faut exterminer avant qu'elle n'extermine la race humaine. Pour pallier à ce manque de finesse, les deux réalisateurs mettent une pointe d'humour, mais surtout, ils vont faire plaisir aux spectateurs en jouant à fond la carte de la surenchère de gore. Et cela fait encore une fois évoluer la créature, la rendant implacable, surpuissante, tout en conservant certains rites folkloriques comme l'allergie au soleil. Alors on pourra toujours regretter le manque d'ambiance délétère et cette volonté d'ancrer le vampire dans un modèle urbain et moderne. Mais la créature évolue en fonction de la société, et pour apporter du changement, elle devient plus machiavélique, plus violente, certainement à l'image d'une vie où les médias se démocratisent et la violence se fait de plus en plus prégnante parce qu'on en parle plus. Mais encore une fois, la donne va changer durant les années 2000 et le vampire va devenir non pas un ennemi, mais bel et bien un héros. La fin des années 90 et le début des années 2000 voient le vampire devenir le héros de plusieurs films. S'il était avant le point central des métrages dans lesquels il apparaissait, le monstre restait un être maléfique qui se nourrit du sang des hommes. Mais son rôle va changer avec quelques films qui vont faire que le vampire devient un héros, ami des humains, et qui trouve des substituts pour se nourrir. Il devient alors une figure iconique à l'image de Blade, Selene dans Underworld ou encore le beau Edward dans Twilight. Sans parler ici de la qualité des films, on sent ce besoin de se trouver de nouveaux héros puissants qui pourraient sauver l'humanité d'une fin désastreuse, et cela bien avant l'avènement des super-héros Marvel et DC, même si, rappelons-le, Blade fait partie de l'écurie de Stan Lee. Cependant, cela se paye sur l'ambiance et le changement de genre. Le film d'horreur se fait plus discret, le vampire gothique n'attire plus les foules car il n'est plus au goût du jour et du coup, les jeunes vont se replier sur le vampire héros beau gosse, sauveur de gentes dames en détresse. Si l'on sort Blade de ce contexte, et surtout un deuxième épisode fabuleux signé par le maître Guillermo del Toro, les deux licences que sont Underworld et Twilight vont ruiner à jamais le personnage aux longues canines. Le charisme n'est plus présent, la bestialité a disparu, la violence est édulcorée et on ne parle même pas des poils qui sont complètement absents. Oui, le vampire devient un personnage glam et glabre, qui brille au soleil sans le craindre et qui tombe follement amoureux d'une nana mono-expressive. Il est bien loin le temps du Bela Lugosi et son regard énigmatique ou encore du vampire monstrueux qui se paye la tronche d'un certain Quentin Tarantino. On peut clairement dire qu'à partir de là, le mythe vampirique en prend un coup et qu'il aura bien du mal à se relever, et ce n'est pas avec des films comme L'assistant du vampire, Le petit vampire ou encore La reine des damnés que son image va se remettre à briller. Mais comment en est-on arrivé là ? La réponse est claire, le vampire s'est tellement démocratisé, que ce soit au cinéma ou dans la littérature, que les jeunes se sont approprié la créature et qu'elle est devenue une sorte de fantasme entre immortalité et beauté, en plus d'avoir une certaine sensualité. Charmant davantage les jeunes filles que les grands garçons, certains producteurs ont eu la bonne idée, ou pas, de modifier le vampire pour en faire un mannequin modèle qui soit charme les filles, Edward, soit devient un exemple beauté pour les nanas, Selene. De ce fait, afin de satisfaire un public de plus en plus jeune, le vampire s'est lissé, aseptisé, aux grandes dames des vrais amateurs de la bestiole. Mais ne serait-il pas aussi le reflet d'une société qui s'infantilise un peu ? Bien entendu, si on peut voir une certaine mode à chaque décennie, il ne faut pas oublier que parmi la pléthore de films sur les vampires qui sort, il y a à chaque fois des exceptions et des films qui ont su se montrer avant-gardistes ou délicieusement rétrogrades, ou encore qui ont su insuffler une dimension sociétale ou émotive dans un régime où le divertissement prévaut. On peut bien évidemment citer les parodies de films de vampires durant les années 50 avec le duo Abbott et Costello et leurs différentes rencontres avec les monstres de chez Universal, dont Dracula. On peut aussi parler du Bal des vampires de Polanski, comédie intemporelle qui est sortie en 1967 alors que la créature pullulait dans les productions gothiques et horrifiques. Comment ne pas aborder Génération perdue de Joel Schumacher de 1987, qui est un teen movie violent avec un fort message sur le malaise des adolescents en manque de repères, alors que les années 80 préfèrent les comédies.
Et enfin, comment ne pas parler de 30 jours de nuit de David Slade, datant de 2007, qui décide de faire une adaptation de comics gore et trash avec des vampires monstrueux, alors que la mode est aux icônes scintillantes. Bref, à chaque mode son exception, et c'est peut-être de là que proviendra le salut du vampire vrai. Mais finalement, qu'importe la forme que prend le vampire, il est toujours présent pour dénoncer ou démontrer un sujet sociétal. Population oppressée et apeurée dans ses débuts, puis représentant de l'aristocratie vivant dans sa tour de Babel, avant de devenir à la fois une image délurée d'une jeunesse en perte de repères et un monstre sanguinolent dans lequel on peut mettre tous les vices, le vampire reste une créature qui, au départ, assimile nos faiblesses et nos vices pour les transformer en force, puis qui va petit à petit devenir un héros grâce à des pouvoirs surhumains. Comme le cinéma, le vampire est un personnage politique qui va servir à véhiculer des messages sur la société, alors que dans la littérature, il est une allégorie à la religion et au paganisme, un aspect qui ne sera que peu repris dans le 7e art, si ce n'est au détour d'une croix ou d'une eau bénite. Il s'agit donc d'une créature qui évolue au gré des décennies, en même temps que notre société, et Dieu seul sait ce que sera la prochaine étape dans l'évolution de l'image vampirique. Merde! Hey!